indications concernant des problèmes ou en tout cas des questions sanitaires liées au retour des participants. Comme vous le savez, et selon nos informations, vous aurez besoin d'un test négatif pour pouvoir embarquer. Nous ne sommes pas à 100% sûrs, mais nous préférons prendre cette précaution pour éviter que quelqu'un ne soit recalé à l'aéroport. Donc, nous avons entrepris des démarches pour faire venir une équipe médicale accréditée, totalement reconnue, qui pourrait donc venir ici vendredi. Cela n'est pas encore arrêté, nous sommes en discussion. Et nous allons leur transmettre vos données de retour parce que le test, il se fait en fonction de la date de retour. Donc nous avons voulu vous prévenir de cette démarche. Et si tout se passe bien, peut-être d'ici la fin de la soirée, nous vous annoncerons, n'est-ce pas, l'agenda de cette disons, activité. Voilà, je tenais à partager cela pour que c'est quand même une question sanitaire donc, qui touche à la vie privée de chacun. Donc il est bon d'être transparent sur ce genre de démarche. Bien, sans plus tarder, je m'en vais présenter Madame Adeline Joffre, qui est ingénieure à Humanum. Elle aura largement le temps de nous en parler. Ce dont je sais, c'est que c'est une très grande infrastructure de recherche qui est donc une sorte de grosse plateforme d'hébergement des sites web, je le dis pour que nous puissions bien comprendre, et d'autres infrastructures telles que Eurist. Figurez-vous que Eurist est hébergé dans l'infrastructure Humanum. Donc je ne voudrais pas dire plus de bêtises que cela et laisser tout de suite la parole à Adeline. Peut-être que tu peux faire parler dans le micro. Je sais pas, normalement j'ai la voix qui porte quand même. Ok, ça marche. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel pour l'invitation. Et en fait, j'ai vraiment envie d'abord de prendre un peu de temps pour remercier tout le monde ici parce que je me sens vraiment honorée de pouvoir être là et vraiment à plusieurs titres. D'abord, merci pour l'organisation et puis pour vraiment l'audace, la persévérance d'Emmanuel en particulier, mais pas que, de toute l'équipe qui est avec lui à la manœuvre encore aujourd'hui. Et puis merci de nous accueillir aussi dans cette faculté. Donc le recteur et la doyenne ne sont plus là, mais en tout cas, voilà, je voulais remercier chaleureusement tout le monde. Et puis aussi rappeler vraiment dans la lignée de ce qu'a expliqué Elisabeth lundi, en parlant d'eurocentrisme notamment, que vu le groupe de ce que j'ai vu pour le moment, je n'ai aucun doute que vous serez effectivement en mesure de recevoir de manière critique ce qu'on peut présenter. Et puis je vous dis aussi qu'il ne faut pas hésiter à apporter tout ce que vous pouvez. On est là pour ça aussi, c'est pour ça que je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire cette présentation, mais aussi surtout d'être dans l'échange avec vous. Et ça me paraît vraiment crucial dans le contexte qui nous préoccupe tous, du moins nous Européens, en ce moment, où on est rappelé quand même que même si on essaie souvent de reléguer ces thématiques-là au second plan, en tout cas c'est ce qui se passe souvent avec les politiques, la culture, l'histoire, la connaissance sont vraiment au centre. Et donc c'est aussi pour ça que je suis reconnaissante en réalité que cet atelier puisse se tenir et puis d'être là aussi. Voilà, je voulais faire
ces rappels pour ne pas que vous hésitiez aussi à intervenir à tout moment, et puis vous dire que au-delà de ce que je vais présenter, je suis aussi disponible par ailleurs pour échanger, pour recueillir vos points de vue, vos besoins aussi, parce que c'est vraiment important de se rendre compte sur le terrain de comment se passent les choses, des difficultés, mais aussi des solutions qui sont trouvées sur place dans des contextes qui sont différents des nôtres. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une richesse, et donc je vous encourage aussi à intervenir et à me faire part de ce genre de choses. Alors, me concernant, tout de même, pour me présenter un peu plus à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de parler encore, donc, je suis ingénieure de recherche au CNRS et en particulier au sein de l'infrastructure de recherche Humanum, comme l'a très bien présenté Emmanuel à l'instant, et je vais vous en dire un peu plus. Et je suis aussi là au titre du comité de coordination de l'association francophone des humanités numériques, qui s'appelle Humanistica. Donc je fais partie de ce comité. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. C'est l'occasion justement de vous en parler, et encore une fois en toute horizontalité, vraiment à titre de partage, parce que justement cette association, Elisabeth en a parlé plusieurs fois, donc en replaçant dans le contexte historique de l'évolution des humanités numériques. Donc c'est une construction qui est permanente. L'association n'existe pas depuis longtemps, et elle aspire à être véritablement et pleinement francophone. Pour le moment, voilà, je ne vous cache pas qu'on est plutôt du côté de l'Europe et du Canada, et ce n'est pas la vocation de cette association. Donc c'est pour ça aussi que voilà, je vais vous en parler, même si ce n'était pas prévu initialement, mais je pense que ça rentre vraiment dans les valeurs de cet échange, et qui sont aussi présents dans la charte de cet atelier, qui j'espère va pouvoir se répéter dans d'autres pays francophones, avec plus d'aide d'institutions qui soutiennent la francophonie, je l'espère. Et en tout cas, nous, on continuera à soutenir cette initiative. Bon, voilà pour ma présentation rapide. Et je précise aussi que j'ai ce statut d'ingénieur de recherche. Enfin, à la base, je suis chercheuse en sciences politiques. Je n'ai pas un bagage technique très développé. Je pourrais vous parler de la manière dont j'ai perdu mes données, une partie de mes données de doctorat. Donc je suis assez bien informée sur les problématiques que rencontrent les chercheurs. Par contre, je me suis aussi initiée aux humanités numériques par le biais de l'édition numérique, qui est un tout petit bout en réalité des humanités numériques, et ça m'a conduit à m'investir et à travailler aujourd'hui pour l'infrastructure de recherche humaine. Vous voyez, tout est possible. Et je vais m'attarder maintenant davantage sur ce qu'est Humanum. Finalement, qu'est-ce qu'une infrastructure de recherche? Il me semble que c'est important d'insister sur ce concept, parce que là encore, même lorsqu'on regarde autour de nous, dans les pays européens, tous les pays n'ont pas on ne constate pas la présence de cette organisation nationale, de ce type d'infrastructure, qui est une infrastructure qui soutient les chercheurs. Nous, on est là pour offrir des services aux chercheurs, pour les aider surtout à s'approprier des outils qui soient utiles pour leur recherche. Donc on n'est pas du tout là pour développer par exemple des programmes, des outils très technologiques qui ne seraient pas utilisés, qui ne trouveraient pas en fait leur public d'utilisateurs. Pas du tout. On fonctionne vraiment à l'inverse. On va écouter directement les communautés. On essaie d'être le plus représentatif possible des sciences humaines et sociales. Donc je précise effectivement qu'Humanum est dédié au SHS. Je vais peut-être essayer d'utiliser le moins de sigles possible, mais en tout cas voilà, on est vraiment spécialisé dans les sciences humaines et sociales. On est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France, mais c'est le CNRS qui opère
cette infrastructure de recherche. Et comme là aussi on a abordé hier, je crois, la question à la fois de la sécurité des données et de tous les services qu'on peut offrir, qu'on peut proposer, mais aussi la pérennité, parce que ça c'est un des problèmes clés lorsqu'un projet commence finalement. Vous le savez tous, ça peut être le doctorat, mais ça peut être aussi une fois qu'on enseigne un projet de recherche que l'on a monté. Les données, toutes les données de la recherche issues de ce projet que vous allez construire, elles sont longues à construire, bien sûr, c'est difficilement quantifiable, en fait, tout le travail qu'il faut pour produire ces données, ça veut dire que c'est très coûteux, sauf qu'à la fin, lorsque le projet s'arrête, qu'est-ce qu'on fait des données? Souvent, ces données, elles restent dans un disque dur, elles restent dans une unité centrale, elles restent je ne sais où d'autres. Et là, il y a vraiment un danger, parce que vous savez que non seulement il y a toute la question de l'obsolescence des formats, donc aussi bien vous allez finalement oublier votre disque dur, comme ça a pu m'arriver, dans votre tiroir, et puis quand vous allez vouloir le lire, on ne peut plus. Voilà, c'est fini. Et là, c'est dramatique, parce qu'encore une fois, il y a certaines données aussi qui sont sensibles, il y a certaines données qui ne sont pas reproductibles. C'est des données que vous-même avez construites sur votre terrain. Vous ne pourrez peut-être pas retourner sur le terrain. Donc, on est aussi là pour sensibiliser les chercheurs, les enseignants, et même au-delà, toutes les personnes qui sont amenées à manipuler, à gérer des données de la recherche, à ces questions-là, pour essayer de leur montrer les bonnes pratiques, d'identifier aussi les bons protocoles pour que les données soient bien identifiées, bien organisées, qu'elles puissent être partagées correctement. C'est ce que je vais vous montrer. Donc voilà notre rôle, on est vraiment là, vraiment pour les chercheurs, pour les accompagner dans une optique de science ouverte. On n'en a pas parlé directement, mais il me semble que depuis lundi, c'est aussi un concept qui a été évoqué, le fait de pouvoir partager ces données, et pas que les résultats de la recherche, de pouvoir donner accès aux résultats aux données qui ont mené à votre produit fini, en fait, aux résultats que vous avez trouvés. Ça, c'est vraiment crucial. Ça n'est pas toujours possible, parce qu'il y a la question des données personnelles, de la sensibilité de certaines données. Et donc là, il faut être en mesure d'avoir des outils aussi, peut-être pour protéger certaines données, pour mettre des embargos, par exemple, pendant 5 ans, 10 ans. Donc voilà ce à quoi nous travaillons à Emmanuel. Alors je ne vais pas insister sur les aspects vraiment institutionnels de notre fonctionnement. Par contre, il y a vraiment ces 3 dernières années, bon, la pandémie nous a un peu fauchés dans notre élan, mais quelque part on avait déjà enclenché ce mouvement-là de construire un pôle d'accompagnement à l'utilisation de nos services. Ça, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas très présent chez nous, et c'est vraiment crucial, parce que sinon on se limite à une petite communauté finalement d'initiés, de gens qui connaissent déjà, qui sont déjà sensibles à ces questions-là, qui connaissent déjà les outils, qui ont déjà un bagage technique. Et c'est, encore une fois, ce n'est pas notre vocation. Nous, on a vocation à être le plus inclusif possible, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre davantage de moyens sur cette partie accompagnement des projets de la recherche, et des chercheurs. Évidemment, le projet ne fonctionne pas tout seul. Donc vous voyez qu'au centre, on a vraiment ces projets, ces données de la recherche, et puis en réalité, on a ces pôles, donc accompagnement et qualité des données. Ça aussi c'est important. C'est bien de fournir un outil, mais un outil, finalement, ça peut être une coquille vide aussi. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans un outil. Voilà, il faut être avant sensibilisé au fait, par exemple, de l'existence de certains vocabulaires contrôlés, l'importance d'accoler des métadonnées lorsque vous entrez des données. Tout ce genre de choses est très important. Donc il ne suffit pas d'avoir, je ne sais pas moi, la Mercedes, la Rolls-Royce, des super outils technologiques. On peut aussi faire n'importe quoi avec.
Donc l'idée c'est d'abord de savoir ce qui est important pour qu'on puisse organiser les données, les partager et puis les retrouver aussi, qu'elles puissent être liées à d'autres données. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et pour cela, vraiment la qualité des données est très importante. Et en réalité, ces pôles, services numériques, l'infrastructure, évidemment, et on a le côté très technologique et technique de l'infrastructure, entre guillemets, en pur, je dirais, avec nos serveurs. Et j'en profite pour revenir sur la question de la sécurité, puisqu'elle a été évoquée hier. Donc la plupart de nos serveurs sont hébergés au centre de physique nucléaire du CNRS, à l'IL2B3, donc c'est ultra sécurisé. Et comme je vous le disais, nous on a la notion de pérennité parce que nous sommes inscrits sur la feuille de route nationale des infrastructures. Donc on n'a pas un financement comme ça, au coup par coup, qui va s'arrêter. On a une visibilité sur des dizaines d'années en réalité, puisque depuis sa naissance en 2013, je crois officiellement, on a cette assurance de la part du ministère de l'Enseignement et de la Recherche supérieure. Et ça c'est très important quand on dépose un projet, de pouvoir assurer par exemple à votre bailleur de fonds que l'infrastructure dans laquelle vous le mettez, elle existera encore dans 10 ans. Voilà, c'est vraiment important aussi. Et puis à côté de cela, il y a alors un nouveau volet qui s'appelle le Humanum Lab, qui traduit aussi le fait que nous sommes récemment devenus une unité d'appui à la recherche. Avant, nous étions une unité mixte de services. Donc c'est vrai qu'il y avait plus ce côté de... bien sûr, on écoute les communautés, mais on fournit du service, on est là pour ça. Là, on a aussi un volet recherche qui est très intéressant parce que on connecte davantage les utilisateurs, les chercheurs, à l'utilisation de nos outils, ou bien on profite de l'expérience ou des recherches de ces chercheurs autour de certains outils que l'on a identifiés comme étant intéressants pour les communautés, et bien pour les héberger, par exemple, on va ouvrir un programme d'accueil de chercheurs cette année. On est également en train de mettre en place des contrats doctoraux. Donc là, on s'ancre beaucoup plus dans la pratique des humanités numériques du côté de la recherche aussi. Et ça, c'est très important. Et évidemment, c'est présenté ici en différents pôles. En réalité, toutes les frontières sont très poreuses. On travaille vraiment en équipe à ce niveau-là. Et un autre point très important, c'est le côté animation des communautés nationales et internationales. Et ça nous renvoie aussi peut-être à démonter un certain cliché de ce qu'est une infrastructure, à savoir des serveurs. Bon, voilà, on a des serveurs, on peut accueillir nos données. En fait, une infrastructure, c'est pas que ça. Une infrastructure, c'est des humains aussi, qui vous aident, qui gèrent ces aspects techniques, mais qui travaillent aussi avec les équipes, justement pour réaliser tout ce dont je vous parlais, en termes d'accompagnement, surtout de diffusion des bonnes pratiques, d'orienter finalement, lorsque un chercheur a une demande, d'être capable de l'orienter de manière plus précise en lui indiquant par exemple des équipes locales qui vont être plus pertinentes que nous dans la réponse à sa question qui est souvent liée à son sujet précis de recherche. Donc, malgré tout, si en tout cas cette question arrive à nos services techniques, là il va falloir la rerouter, on ne va pas pouvoir répondre avec pertinence aux chercheurs. Donc ça c'est vraiment un point très important, mais je pense qu'après 2 ans de pandémie, on a compris que les relations humaines étaient importantes quand même. Donc, ça coule un peu de source. Alors là aussi, je ne vais pas insister longtemps, mais c'est juste pour dire qu'on n'est pas tout seul. Donc, effectivement, on a une infrastructure de recherche nationale qui a une vocation internationale. Je ne vous ai pas trop expliqué pourquoi, mais j'y reviendrai après. Mais on travaille aussi avec d'autres infrastructures que vous connaissez peut-être, comme Open Edition, qui a ce service
de carnets d'hypothèses, qui sont des blocs de recherche. Vous avez certainement consulté déjà un carnet d'hypothèses au long de votre recherche, et puis bon, depuis l'infrastructure s'est beaucoup diversifié. On travaille maintenant ensemble sur un gros projet pour lier vraiment nos outils et les faire évoluer ensemble, notamment notre entrepôt de données Nakala, pour qu'ils communiquent beaucoup plus facilement avec des outils d'open edition. Et puis on est sensible aussi, et cela nous préoccupe, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette préoccupation d'être utile aussi à des chercheurs qui peuvent être plus isolés, qui sont liés de près ou de loin à un centre de recherche français ou qui sont, donc c'est pour ça que j'ai mis le logo des UNIFRE aussi, qui sont des unités mixtes de recherche à l'étranger. Eh bien, voilà, on doit être capable aussi de pouvoir aider ce type de chercheurs, ce qui n'est pas toujours facile. Donc c'est une démarche qu'on entreprend. Et je dis que ce n'est pas toujours facile, c'est quand même quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Derrière cette appellation IR étoile et anciennement très grande infrastructure de recherche, on n'est pas très grand en fait. Hein. On est 20 à Humanum. Donc on a aussi des capacités humaines limitées, malheureusement. Mais voilà, on n'oublie personne et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres institutions existantes qui peuvent nous aider dans le maillage du territoire, que ce soit sur le territoire métropolitain ou ailleurs dans le monde en général, en réalité. Il y a d'autres structures françaises. Alors que peut-on nous demander? C'est vrai que j'ai axé cette présentation sur l'accompagnement parce que ça me paraissait vraiment important aussi de montrer ce qu'on fait et puis de voir aussi ici et là ce qui serait le plus intéressant pour vous. Et puis après, vous nous direz effectivement s'il y a des besoins qui n'apparaissent pas du tout, par exemple, et qui sont plus spécifiques à vos laboratoires de recherche, à votre recherche en général. Donc, on a ces moyens de mettre en réseau à la fois avec d'autres chercheurs, mais aussi avec d'autres projets, parce qu'effectivement, il y a énormément de projets qui nous contactent maintenant et qu'on a identifiés. Donc, on sait, en fonction des thématiques de recherche, par exemple, on va pouvoir vous orienter. On a aussi une organisation en consortium qu'on finance, j'y viendrai. Ça, je pense que c'est vraiment la partie qui peut vous intéresser le plus. Et d'ailleurs, de là découle tout le reste. Hein. Par le biais des consortiums du MANU, vous allez pouvoir obtenir des conseils méthodologiques, des conseils techniques. Ces consortiums ont développé une expertise vraiment en 10 ans dans des domaines qui sont, je pense, assez représentatifs du public ici aujourd'hui. Et puis, il y a cette question bien sûr, cette mise à disposition de services pour organiser, collecter, traiter, préserver, donc j'en ai parlé plus avant, publier et réutiliser les données. Encore une fois, c'est tout un processus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette injonction du faire, vous l'avez peut-être entendu, findable, accessible, interoperable and reusable. En réalité, dans la pratique, je pense qu'il faut vraiment parler de dynamique, hein, parce qu'une donnée, elle ne peut pas faire comme ça, même si vous utilisez un outil qui vous garantit, disons, sa férisation. On a besoin de temps pour mettre en place ce genre de processus. Et puis, je vous le disais aussi avant, il y a en introduction, notre intérêt, c'est de faire évoluer les services. Et pour cela, on a besoin vraiment de retour du terrain directement. Et c'est aussi pour ça qu'on est très attaché au consortium Humanum que l'on finance. Et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Alors, pour les services, donc voilà, j'ai repris l'acronyme à la mode qui fait un peu peur parfois, parce que c'est vraiment devenu le parapluie sous lequel toutes les infrastructures de recherche s'abritent en réalité. Vous avez d'un côté la science ouverte et de l'autre ces principes FAIR. Et donc nous, effectivement, on fournit des services
pour aider à l'organisation des données, à leur collecte, à leur traitement, en réalité, et jusqu'à la réutilisation. Tout ça pour préparer, en fait, à chaque étape du cycle de vie des données, pour les préparer à ce stade-là de la réutilisation. C'est vraiment notre objectif. Alors pour ça, on développe des services plutôt classiques. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas spécifié, mais effectivement, nos services sont ouverts à tout le monde, donc plus ou moins connectés à l'enseignement supérieur et de la recherche française. Mais il y a aussi des universités qui n'ont pas du tout besoin de nous, qui ont des services, des DSI qui sont très performantes. Donc nous, on est vraiment là pour offrir les services de base et que ce soit quand même facilement accessible, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Donc vous voyez différents types de services qu'on peut mettre à disposition. C'est pas uniquement des services numériques, ça peut être aussi, comme vous parliez tout à l'heure de Oxygène, ça c'est un bon exemple. Pendant longtemps, par exemple, comme on avait identifié une communauté assez conséquente qui avait besoin de ce logiciel qui était très coûteux, et en fait nous on achetait des licences et puis on les fournissait, on donnait des jetons aux chercheurs pour qu'ils puissent utiliser le logiciel. Donc on a un certain nombre, on assume en fait le coût d'un certain nombre de logiciels qu'on a identifiés et qui, voilà, dont, si vous voulez, la demande atteint une certaine masse critique, parce qu'on ne peut pas faire du one to one, de répondre à une demande individuelle, comme ça c'est très difficile pour nous. Et même si on est une grande infrastructure aux côtés d'autres infrastructures de recherche, je sais pas moi, comme le synchrotron, on n'a pas les mêmes moyens financiers. Hein. Donc, et autre chose aussi qui a été dit hier et qui était important, c'est vrai que nos services sont gratuits. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire que c'est gratuit. Ils sont accessibles gratuitement, mais c'est très coûteux tout ça, d'héberger les données. Et donc c'est Manu qui assume ce coût pour la communauté, en réalité. Et c'est bien d'être conscient de ça aussi, parce que en ce moment où on parle beaucoup aussi de l'impact climatique, donc ça c'est un autre volet qui résolument qu'on va devoir développer davantage pour être plus cohérent, tout simplement dans notre pratique quotidienne. Donc on ne peut pas non plus, on a des limites aussi, il faut en avoir conscience. Et puis il y a des services qui ont été, si vous voulez, si on peut dire, carrossés, vraiment adaptés pour les sciences humaines et sociales. Donc Emmanuel a déjà parlé plusieurs fois de Nakala, donc, qui est un entrepôt de données dédié aux données de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc là, c'est vraiment un entrepôt qui est identifié en tant que tel, qui va vous permettre d'organiser vos données, de les préparer justement avec des protocoles qui remplissent les principes fers, ou en tout cas qui vous mettent sur cette voie-là. Par exemple, en attribuant un identifiant pérenne à chaque donnée, vous allez pouvoir organiser vos collections, et un petit plugin vous permet aussi de pouvoir publier vos données. Effectivement, c'est assez basique, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, mais on a un petit outil, disons, clé en main, qui est, je dis petit outil, mais c'est maintenant devenu l'entrepôt de données de référence pour les sciences humaines et sociales, puisqu'en France, le paysage bouge beaucoup en ce moment, et ça c'est aussi lié à ce qui se construit au niveau européen. Et donc en France, il y a un gros projet en ce moment qui s'appelle Recherche DataGouv, qui va venir quand même pas mal compléter la cartographie de ce qu'on fait, et qui est en train de mettre en place un entrepôt national pour toutes les données de la recherche. Pour nous, ça ne va pas changer la vie de Nakala et son devenir, mais on va être connecté aussi à cet entrepôt national. Donc il y aura un point d'entrée unique pour valoriser toutes les données de la recherche
française. Et puis l'idée, bien sûr, c'est ensuite de se connecter au niveau européen. Bon, là, je n'entre pas dans les détails parce que je pense que c'est en construction et voilà, c'est juste pour avoir la perspective. Ensuite, donc pour Nakala, il faut demander, je ne sais pas si tu as un compte Nakala, voilà, pour avoir ça après aussi avec Emmanuel, il faut demander l'accès, donc en expliquant quel est votre projet. Voilà, qu'est-ce que vous, globalement, si vous avez une idée du volume de données que vous voulez organiser, stocker dans Nakala. Et puis, la demande est étudiée par notre comité de la grille de service. Et